Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, l'Allemagne est aujourd'hui le pays de l'automobile haut de gamme. C'est sa fierté et l'étendard de sa puissance industrielle, la première d'Europe. Technologie de pointe, robustesse et finition légendaire, ces voitures font référence dans le monde entier. On utilise assez peu l'allemand en international, mais lorsqu'on dit Deutsche Qualität, tout le monde comprend. Non seulement les voitures sont bien construites, mais elles sont intelligemment construites de manière à ce qu'on s'aperçoive qu'elles sont qualitatives, solides, fiables. Le Tone, journaliste automobile, va nous faire remonter le temps pour comprendre comment cette culture de l'excellence technique s'est peu à peu imposée depuis l'apparition au 19e siècle des premiers véhicules motorisés qui étaient allemands. Je me sens un peu bizarre sans ceinture. Hey, tu fasses, hein? Le savoir-faire allemand est aussi l'héritage du régime nazi qui avait fait de l'automobile l'axe de sa propagande. Les flèches d'argent, ces Formule 1 avant l'heure au palmarès extraordinaire, et la Volkswagen Coccinelle, qui deviendra plus tard un best-seller, sont nés à cette époque. Après 1945, l'Allemagne de l'Ouest s'est reconstruite autour de cette industrie, avec des véhicules populaires comme le Combi, le célèbre camping-car ou minibus dérivé de la Coccinelle. Ah mais ouais, on est sur les roues avant, c'est génial, ça braque comme un bus. Et aussi des voitures sportives en avance sur leur temps qui ont marqué l'histoire. La 356 dérivée de la Coccinelle, ancêtre des Porsche 911 que nous connaissons. C'est la plus belle coccinelle que j'ai jamais conduite. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. La fabuleuse Mercedes 300 SL des années 50, dont les portes s'ouvrent comme des ailes de papillon. Magique. Ou encore l'Audi Quattro de 1980, la première voiture de série à 4 roues motrices. Ah, le 5 cylindres, il est génial. Ça va, t'as pas peur? Sans oublier les berlines cossues de Mercedes et de BMW qui ont établi entre 1970 et 2000 les codes de l'automobile dite premium. Et ça, c'est un peu la voiture qui a relancé BMW, non? Là, ils ont commencé à faire de la vente de masse. La grande force des constructeurs allemands est d'avoir réussi à exporter ces voitures sur tous les continents. Les Allemands ont percé aux États-Unis, les Allemands ont percé en Chine, les Allemands ont percé partout où ils sont passés. Et ils comptent bien continuer à faire la course en tête, même dans les technologies électriques, leur prochain défi. Voici les grandes heures de l'automobile allemande, ou comment les pionniers du véhicule à moteur ont conquis la planète. Mercedes. Avec sa gamme prestigieuse et variée, des petites compactes au SUV, grandes routières ou limousines pour chef d'État, c'est le constructeur le plus emblématique de l'automobile allemande, le plus connu dans le monde et aussi le plus ancien. Toute son histoire est retracée dans son musée à Stuttgart, son fief à 150 km à l'est de Strasbourg. Cet espace grandiose de 17 000 m² sur 9 étages rassemble des centaines de modèles de toutes les époques. Deux d'entre eux sont à l'origine de la révolution automobile qui a transformé nos modes de vie à la fin du 19e siècle. Le tricycle breveté en 1886 par l'inventeur allemand Karl Benz et la calèche motorisée des ingénieurs Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach présentée la même année. Ce sont les deux premiers véhicules à essence de l'histoire, les ancêtres des Mercedes que nous connaissons aujourd'hui et de toutes les voitures modernes. La firme de Stuttgart en a construit des répliques à l'identique. Pour les découvrir, le Tone a rendez-vous avec une historienne du musée, Frida da Silva Sango. C'est génial quand même. Je m'en lasse pas. Bonjour. Bonjour Frida, ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Mais oui, super, t'es ravissante. Ah oui, c'était les costumes de l'époque. Un peu. Alors, c'est assez émouvant ici parce qu'on n'est pas uniquement au début de l'histoire de Mercedes-Benz, on est aussi au début de l'histoire de l'automobile tout court. Oui, c'est ça, c'est les premières deux automobiles au monde, si tu veux, Ouais. si on part par l'histoire avec le moteur à combustion interne. D'accord. Donc ça, c'est la calèche de Daimler et Maybach. c'est ça? Voilà, c'est la calèche motorisée avec le moteur que tu as vu. Ouais. Et ça, c'est le premier tricycle à moteur de Karl Benz. C'est la première voiture au monde. En allemand, on l'appelait Benz Patent Motorwagen parce qu'il a eu le brevet aussi pour ça. D'accord. Donc il a déposé le brevet avant eux, donc il a gagné. Voilà, c'est ça. Ça, c'est plus une calèche avec un moteur, et ça, c'est un peu plus l'idée de l'automobile. Voilà, c'est ça aussi un peu la différence entre Daimler et Maybach et Benz, qui à l'époque étaient des concurrents. Ouais, ils ne se parlaient pas. Voilà, ils ne se parlaient pas. Vraiment, le focus de Daimler était de construire un moteur, disons un moteur universel, Ouais. qu'on peut installer partout sur Terre,
sur mer et dans Ouais. les airs. C'est pourquoi le 3 étoiles aujourd'hui encore. D'accord. Voilà. Et Benz, on voit dès le début, il était plutôt concentré à construire l'automobile en dessous. Ok. Et ça, on voit bien. Un véhicule particulier Voilà. qu'on puisse utiliser. Le génie de Carl Benz fut de comprendre qu'une automobile ne pouvait pas être conçue comme une voiture à cheval. Carl Benz va avoir la volonté de travailler sur le moteur. Et c'est très intelligent parce que le moteur va être la clé du système. Et pour la caisse, on va aller au plus rapide, donc il va faire un tricycle. Ce n'est pas un chariot ou une charrette à cheval sur laquelle on adapte un moteur, mais c'est bien autour du moteur qu'on va construire une structure. Enfermé dans son garage de Mannheim, au nord de Stuttgart, Benz crée dès 1885 ce premier moteur à essence. Un petit monocylindre alimenté par de l'éther de pétrole. Mais la mise au point du tricycle s'avère compliquée. Il arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est que Carl Benz fait sa voiture et il la démarre, mais il n'a jamais démarré de voiture. Donc la première chose qui arrive, il va se planter dans le mur. Donc du coup, il a peur, il arrête, il ne veut plus tellement utiliser sa voiture. Il n'a aucun talent commercial, il n'a aucun talent de publicitaire. Il travaille dans son atelier nuit et jour. Ça pue, ça fait un bruit pas possible, ça effraie tout le quartier et ça n'a aucun intérêt et aucun avenir. Les 2 premiers prototypes sont des échecs. Carl Benz n'arrive pas à les vendre et est à 2 doigts de renoncer. Mais sa femme, Bertha, qui a investi sa dot dans le projet, est convaincue du potentiel de cette machine révolutionnaire. En 1888, lassée par les doutes de son mari, elle reprend les choses en main. Elle comprend avant lui que pour que ça prenne au niveau du public, il faut convaincre. Un beau jour d'août, elle part directement à 100 km de chez elle, voir sa famille, avec la voiture et ses 2 gamins. C'est la première conductrice au monde de véhicules. Cette incroyable épopée, ralentie par d'innombrables arrêts techniques, va faire entrer Bertha Benz dans l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas de station-service, donc on achète l'essence dans des petits bidons en pharmacie, et donc il faut réapprovisionner toutes les 10 minutes. Ce voyage de Bertha Benz est tout à fait comparable aux premières épopées automobiles qui véritablement fondent la viabilité d'une technologie. C'est comme ça, et grâce à son épouse, que Carl Benz va pouvoir commencer à avoir des commandes et ainsi vendre ses premiers véhicules. La réplique de la Benz Patent Motorwagen exposée au musée Mercedes de Stuttgart est en parfait état de marche. Le Tone va pouvoir l'essayer avec Frida, comme Bertha Benz en son temps. Can we see it? Yeah, of course. Benzinhahn. Voilà, ça c'est pour l'essence. Faut Ok, ouvrir. on ouvre l'essence. Voilà. Alors maintenant, il faut faire le contact pour l'allumage électrique. Ok. Voilà. Là, c'est l'air pour avoir le mélange air-essence. Air essence pour alimenter le moteur. Voilà, c'est tout. C'est Et tout maintenant, il faut la force. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est Ouais, magique. Super. Merci. C'est bon? Merci. Voilà, tu peux y aller. Alors, tu peux monter par là. Ça, c'est le frein. Ok, je peux? Oui. Allez, Vas-y. Alors, c'est parti. C'est génial parce que la première femme à conduire une automobile, c'était Bertha. Oui. Et là, c'est toi qui tiens le moteur et tout. Et ça, c'est super cool. Maintenant, il faut aller à gauche. Un peu plus vite. Un peu à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, t'inquiète. Voilà, parce que... Mais c'est surtout l'équilibre latéral qui m'inquiète un peu. On a un peu l'impression qu'on va tomber. Alors, on va faire un peu plus vite. Ouais. Attention, oh là là, ça va trop vite. Wow. On voit très bien qu'avec ces grandes roues, ça peut prendre de la vitesse, de l'angle et éventuellement tomber sur le côté. Mais on sent comme une profonde fierté de faire rouler ce premier véhicule de l'histoire automobile. Carl Benz est le premier, mais un autre inventeur de sa région va vite le concurrencer. Basé à Stuttgart, Gottlieb Daimler a créé en 1885, avec son associé Wilhelm Maybach, un moteur plus perfectionné que celui de la Benz Patent. Le moteur Daimler est un petit V2, donc c'est un bicylindre qui fonctionne par le biais d'un carburateur avec de l'essence normale. Léger et simple à utiliser, ce moteur équipe d'abord des bateaux, des pompes à incendie, et même la première moto au monde, un drôle d'engin en bois.
il va bientôt s'imposer aussi dans les voitures. En 1889, Daimler présente son invention à l'Exposition universelle de Paris. Et il attire l'attention des pionniers français de l'automobile, Panhard Levassor et Peugeot, qui cherchent alors une alternative au moteur à vapeur. Panhard et Levassor, qui est une marque naissante, va construire sous licence des moteurs Daimler en France qui vont être largement diffusés. Donc le moteur Daimler s'est imposé très vite et finalement a un petit peu dessiné ce que sera le moteur de l'automobile du futur. Au tournant du XXe siècle, les pionniers Benz et Daimler, totalement séparés jusqu'à leur union 25 ans plus tard, démarrent la production en série de grosses voitures de luxe destinées aux aristocrates et aux bourgeois fortunés. Dans leur sillage, d'innombrables concurrents voient alors le jour en Allemagne, donnant ainsi naissance, comme en France, en Italie et en Grande-Bretagne, à une nouvelle industrie. Il n'y a qu'à voir le nombre de brevets déposés à ce moment-là par les Allemands. C'est une industrie qui est véritablement foisonnante, même si bien sûr elle reste très élitiste. Après la mort de Gottlieb Daimler en 1900, son fils Paul prend les rênes de l'entreprise familiale avec l'aide de l'ingénieur Maybach. Et il va lui donner un nouvel élan grâce à ses premières exportations et à son principal distributeur en France basé à Nice, Emil Jelinek. Cet homme d'affaires et consul de l'Empire austro-hongrois va jouer un rôle clé, car c'est lui qui est à l'origine de la marque Mercedes. Jelinek vendait les Daimler, mais il n'en était pas content du tout. C'était des voitures dépassées, qui étaient lourdes. Il insulte Maybach en lui disant « Je veux des voitures modernes qui tiennent la route, basse, surbaissée, rapide ». Pour répondre à la demande de leur concessionnaire niçois, Maybach et Daimler créent en 1902 un nouveau modèle révolutionnaire, confortable, rapide et simple à conduire, d'où son nom, la Simplex. Jelinek est ravi. Utilisable aussi bien en course que sur route, la Simplex séduit immédiatement la riche clientèle de la Riviera française. Et progressivement, Jelinek va devenir coureur lui-même et il va s'inscrire dans des concours sous un pseudonyme. Et ça sera Monsieur Mercedes. Alors pourquoi Monsieur Mercedes? Parce que c'est le prénom de sa fille qui a 8 ans. Et Monsieur Mercedes va s'inscrire et du coup, progressivement, on va avoir une assimilation des voitures Daimler de course avec ce nom Mercedes. Pour découvrir cette Simplex, première Mercedes de l'histoire, Le Tone retrouve Frida au musée de Stuttgart. Encore aujourd'hui, elle est considérée la première voiture moderne au monde. Voilà. Le système de refroidissement, super innovatif à l'époque. On voit là qu'il y a beaucoup de compartiments. Et c'est marrant, Maybach appelait ce système Bienenwabenkühler. Ah bah, ça veut dire la ruche à abeilles. Voilà, c'est ça, c'est un nom très long allemand, mais c'est ça lui faisait penser aux abeilles. Avec ça, je crée une surface de refroidissement beaucoup plus grande. L'air vient du devant et comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Et on peut aller plus loin et avoir plus de puissance moteur. Voilà, c'est ça. Génial. On peut avoir des voitures plus vite. Il y a quand même aussi un truc qui est nouveau et qui arrive au début du siècle. Oui. C'est 4 roues identiques sur la voiture avec des pneus. Oui, c'est ça. Les pneus à air, c'est quelque chose de nouveau à cette époque, mais c'est pas nous qui l'ont inventé. Non, c'est un Anglais. Voilà, Dr Dunlop. Dunlop. Révolutionnaire pour l'époque, la Simplex est aussi équipée d'un système d'allumage électrique, d'une pédale d'accélérateur, d'un volant incliné vers le pilote et d'une boîte de vitesse à 4 rapports. Un condensé de nouvelles technologies qui pose les bases de l'automobile moderne. La Simplex remportera de nombreuses courses dans le monde entier et connaîtra un tel succès que Mercedes deviendra par la suite la marque commerciale de Daimler. Il y aura peut-être une 50aine de variantes de la Simplex, des améliorations, des moteurs différents, des carrosseries différents. Et c'est le moment où on s'aperçoit que pour perdurer dans l'automobile et pour faire fonctionner ce modèle économique, il faut avoir plusieurs versions d'une même voiture. Au Classic Center de Mercedes, près de son musée à Stuttgart, la marque à l'étoile conserve une collection exceptionnelle de voitures anciennes restaurées. Une Simplex 4 places a été spécialement sortie des réserves pour le Tone. Il va pouvoir s'installer à bord pour un essai sur route ouverte. Wow, I love it. Let's go. C'est improbable d'être dans la circulation moderne avec cette voiture.
no power. I don't know what happened. Ah bah on a un petit problème. What's happened? Ah ouais, le carburateur est engorgé là. Klaus, it's okay? No? No, the engine is broken. La simplex et pétex? Yeah. Merdex. Il était dans un état, le mécano de la simplex, il ne comprenait pas pourquoi elle ne marche pas, donc visiblement ça ne doit pas être si fréquent. Et puis c'est un peu comme si j'invitais quelqu'un au Louvre pour voir la Joconde et que la pièce ne s'allumait pas. Donc là pour lui c'est pareil, cette voiture ne peut pas ne pas fonctionner. Il faut espérer dans la vie, Klaus. Allez, petite simplex, redémarre. Donc il a essayé, elle a démarré. Peut-être que c'était pas grand-chose. Attention, on est parti, Klaus. Ah bah voilà, ça marche bien là. Je me sens un peu bizarre, sans ceinture, sans pare-brise. It's fast, hein? Yeah, it's not Ouais. T'as tous tes cheveux qui s'envolent, Klaus. Ces vieilles voitures, ça freine pas bien, on n'a pas d'indication pour tourner, on a les cheveux au vent et tout. Mais finalement, ça roule déjà très vite, on est presque à 80 km/h entre les arbres. La simplex est une brillante illustration du savoir-faire des ingénieurs allemands à la belle époque. Mais ce coup d'éclat cache des faiblesses qui vont bientôt apparaître au grand jour. En 1914, Daimler, Benz et les autres constructeurs allemands sont mis à contribution par l'armée du Kaiser pour affronter les Français. Ils vont alors se révéler beaucoup moins performants qu'espérés. La Première Guerre mondiale est évidemment une épreuve test pour ces conflits industriels et motorisés essentiellement que le XXe siècle va tragiquement inaugurer. Les Français, comme les Allemands, vont devoir se reconvertir au militaire. Et ils vont s'adapter très vite, les uns plus vite que les autres. Les Allemands vont être très en retard. Ils vont produire des chars d'assaut qui seront absolument ineptes, trop gros, face aux petits chars dessinés par Louis Renault et le général Estienne qui, eux, vont gagner la guerre. Donc on voit très bien que la mécanisation allemande n'avait pas été vraiment comprise par l'état-major. En 1918, l'Allemagne sort dévastée du premier conflit mondial. Écrasée financièrement par les indemnités de guerre inscrites dans le traité de Versailles, la République de Weimar fait face au début des années 20 à une flambée des prix démentiels qui provoque une violente crise économique et politique. On a des émeutes, on a des guerres internes, une quasi-guerre civile en Allemagne. On a des matériaux qui ne sont pas là. Or, pour fabriquer des automobiles, il faut de l'acier, il faut du caoutchouc, c'est très difficile. Et une inflation délirante qui ne permet pas vraiment de financer des projets. L'essor de l'automobile allemande est brisé. Beaucoup de constructeurs disparaissent et d'autres unissent leurs forces pour résister à la tempête. C'est le cas de Daimler-Mercedes et de Benz, qui fusionnent en 1926 pour former le groupe Mercedes-Benz. C'est l'acte de naissance de la marque à l'étoile. Ils ont eu l'idée d'entourer cette étoile par une couronne de laurier, qui était le sigle de Benz, et ça donnait la fameuse étoile Mercedes, qui est aujourd'hui sur le capot de toutes les Mercedes. Ce mariage a pour chef d'orchestre un personnage légendaire, un certain Ferdinand Porsche, qui a pris la tête de l'entreprise en 1923. Sa contribution au redressement de l'automobile allemande va être décisive. Je pense que Ferdinand Porsche, c'est un des génies de l'automobile. Il y en a quelques-uns par siècle. Lui, il en fait évidemment partie. Le type est brillant. Tout le long de sa carrière, on voit que sur le plan technique et sur le plan de la créativité industrielle, Ferdinand Porsche a été génial. Entré chez Daimler comme directeur technique en 1906, il avait auparavant déjà fait preuve d'une inventivité hors du commun. Ferdinand Porsche est le fils d'un plombier, il vient de Bohême, c'est donc en République tchèque actuelle, et il va très tôt se passionner notamment pour les moteurs électriques. Ferdinand Porsche va créer notamment un moteur autogire, c'est-à-dire un moteur qui est inséré dans une roue. En 1898, le jeune Ferdinand n'a que 23 ans quand il conçoit pour le constructeur autrichien Lohner son premier prototype propulsé par 2 de ses moteurs roues. 2 ans plus tard, il crée la première voiture hybride essence électrique de l'histoire, avec déjà 50 km d'autonomie annoncée. Porsche, qui deviendra plus tard une marque à part entière, est aujourd'hui l'un des premiers constructeurs à proposer un moteur électrique dans l'une de ses sportives, la Taycan.
L'intérêt, je pense, de Porsche, c'est quelqu'un qui a su faire des choses extrêmement variées, ce qui n'est pas le cas de tous les génies de l'automobile. Lui, il fait partie de ceux qui ont su aller dans toutes les directions. Chez Mercedes-Benz, Ferdinand Porsche va notamment s'illustrer en développant plusieurs modèles de sport d'avant-garde, comme la fabuleuse Mercedes SSK, K pour compresseur, une nouveauté à l'époque. C'est un monument. Dès qu'on la voit, effectivement, c'est magnifique. Le moteur est un bijou extrêmement puissant. C'est une voiture qui dans l'Allemagne de l'après-guerre, montre un certain renouveau de la puissance allemande. Aujourd'hui, un des 36 exemplaires des SSK construites entre 1929 et 1932 est resté entre les mains des mécaniciens du Classic Center de Mercedes. Le Tone retrouve Frida devant cette bête de course dotée d'un 6 cylindres de 300 chevaux qui peut la catapulter à 200 km/h. Wow! Ouais. C'est incroyable, on dirait un fauve. Oui, et tu vois bien la taille aussi du moteur, tu peux t'imaginer le son. La SSK était très très bruyante. Ils ont même donné un petit surnom pour les voitures de course. Lequel? Éléphant blanc. L'éléphant blanc. L'éléphant blanc. Parce que c'était le bruit, ça faisait rappeler un peu aux éléphants. Non, parce qu'en fait, il faut imaginer que cette voiture, de là à là, c'est le moteur en fait. Oui. Tout ça, c'est le moteur. Mais c'est un moteur d'avion. C'était des dinosaures finalement. Ouais. Oui, c'est. Il est là le compresseur. Voilà, là on le voit très bien. Il fait la taille d'un moteur moderne aujourd'hui. Ouais. Tu vois, dans les petites voitures des citadines, oui, juste le compresseur, c'est presque la taille d'un moteur. Tout était encore vraiment énorme par la taille. Cette SSK va donner des ailes à Ferdinand Porsche. Il a 1000 autres projets et rêve de se mettre à son compte pour les concrétiser. En 1930, il quitte Mercedes-Benz et crée son propre bureau d'études. En 1933, Hitler prend le pouvoir à Berlin. Il veut faire de l'automobile le socle du réarmement industriel du pays et démontrer à travers elle la supériorité technologique de l'Allemagne nazie. Le Führer ne lésine pas sur les moyens. Il fait pleuvoir les subventions sur les constructeurs et leur ordonne d'investir massivement dans leurs écuries de course. Le Troisième Reich va mettre tout en œuvre pour que les voitures allemandes figurent dans les compétitions aux meilleures places. Ça fait partie d'une politique d'ensemble de ce système totalitaire. C'est de là que viennent et que naissent la génération des flèches d'argent, qui sont des voitures totalement au service d'une propagande au départ, qui est de faire parler de l'Allemagne et de montrer combien l'Allemagne est supérieure aux autres pays parce qu'elle a des voitures plus puissantes, plus voyantes, plus belles, plus longues, plus lourdes. Fort de son expérience en course acquise avec Ferdinand Porsche, Mercedes-Benz est le premier constructeur à concrétiser ce projet fou. En 1934, la firme de Stuttgart lance sur les circuits un bolide aux performances époustouflantes, la W25. Cette monoplace, qui sera suivie en 1937 d'une version encore plus puissante, la W125, va faire briller la croix gammée dans tous les grands prix et battre à plate couture les écuries italiennes et françaises. Elle inaugure l'épopée des flèches d'argent. Alors, ça, c'est la W25, c'est ça? Voilà, c'est la W25, c'était la première flèche d'argent de 1934. C'est l'origine du nom, les flèches d'argent? C'est ça, parce que si tu regardes sur la piste, tu vois que les voitures de course avant étaient blanches, parce que l'Allemagne, c'était le blanc, la France, c'était le bleu, etc. Eh bien oui, et l'Angleterre, le vert, et l'Italie, le rouge. C'est ça, mais elle avait trop de poids. Elle a juste dépassé un tout petit peu. Alors, on a décidé d'enlever la couleur. Et vraiment jusqu'à la peau nue de l'aluminium, si tu veux. Et allez hop, elle avait le droit de participer à la course. Elle a gagné? Et elle a gagné la course. Le seul constructeur qui réussira à rivaliser avec les flèches d'argent de Mercedes est naturellement allemand. C'est Audi, qui s'appelle à l'époque Auto Union, suite à sa fusion avec 3 autres marques, d'où son logo aux 4 anneaux. Et derrière ces anneaux, on retrouve Ferdinand Porsche, devenu consultant indépendant. C'est lui qui va mettre au point les flèches d'argent d'Auto Union durant les années 30. Des monoplaces à l'architecture inédite qui vont partager les victoires avec les W25 et 125 de Mercedes. La plus célèbre est la Type D de 1937 qui préfigurait les Formule 1 d'aujourd'hui. C'est une des premières voitures de course à disposer d'un moteur arrière pour l'équilibre de la voiture.
Le travail aérodynamique qui va être développé sur cette voiture est de très haut niveau. On est dans un pays où il y a une qualité de construction qui est très élevée et des moyens qui sont donnés qui sont colossaux. Ce qui va permettre de construire ces voitures formidables que sont l'Auto-Union Type D et la Mercedes W125. Ces flèches d'argent auront même des versions carénées et dotées de moteurs surpuissants pour établir des records de vitesse. L'une d'elles, l'impressionnante Mercedes W125 Rekordwagen, sera chronométrée à plus de 420 km/h sur une portion d'autoroute en 1938. L'année suivante, Mercedes cherchera à faire encore mieux avec un prototype incroyable, le T80, un véritable avion sur roue conçu pour dépasser 700 km/h. Mais ce monstre, aujourd'hui exposé au musée Mercedes, n'établira jamais de record. La guerre mettra fin à ses essais. Pour Hitler, l'automobile n'est pas seulement un instrument de propagande. Il espère aussi utiliser les technologies des constructeurs pour motoriser son armée. Et contourner ainsi le traité de Versailles qui interdit à l'Allemagne de fabriquer du matériel militaire. C'est avec cette arrière-pensée que le Führer lance un vaste programme d'infrastructures routières. À des fins officiellement civiles, mais il s'agit en réalité de préparer la guerre. Bon, c'est évident. La construction des autobahns, la construction des autoroutes. On sait tous très bien aujourd'hui pourquoi ils ont construit des autoroutes. Officiellement, c'était pour que le peuple puisse voyager. C'était bien évidemment pour pouvoir laisser passer les chars pour le futur. Des chars, mais aussi des voitures particulières, qui sont encore réservées à l'époque aux classes supérieures. L'autre grand projet d'Hitler est en effet d'offrir aux Allemands une voiture populaire pour renforcer leur adhésion au régime nazi. Un véhicule fiable et accessible à toutes les familles du Reich, sur le modèle de la Ford T aux États-Unis ou de la Fiat Topolino en Italie. Et pour le créer, le dictateur va naturellement se tourner vers le plus célèbre ingénieur de l'époque, l'incontournable Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche partageait avec Hitler des origines autrichiennes. Il y avait des accointances entre les deux hommes qui, probablement, se retrouvaient aussi sur l'essentiel d'une lecture idéologique de la société. Pour lui, c'est un nouveau projet, c'est un challenge, il se jette dedans. Il va mettre au point cette petite voiture qui s'appelle KDF au départ, Kraft-Durchfreude. Cette Kraft-Durchfreude, la force par la joie en allemand, porte le nom d'une organisation de loisirs contrôlée par le parti nazi. C'est la future Volkswagen, littéralement la voiture du peuple, très innovante et économique, qui deviendra par la suite un best-seller mondial, une des voitures les plus vendues de tous les temps. Sous sa carapace en forme de scarabée, la Volkswagen cache une innovation majeure qui simplifie la fabrication et réduit les coûts. Toute sa mécanique est logée à l'arrière. Le moteur actionne directement les roues, ce qui rend inutiles les pièces de transmission des voitures traditionnelles à moteur avant. Et il est refroidi par des prises d'air sous la lunette arrière, ce qui permet de se passer du circuit d'eau et de démarrer par tous les temps, même par grand froid. Les premiers prototypes de la KDF sont montés à la main dans la propriété personnelle de Ferdinand Porsche à Stuttgart, puis testés jour et nuit par des membres des SS. Et en 1938, la version définitive est officiellement présentée au Führer. Pour passer à la fabrication en série, l'État nazi inaugure la même année une immense usine qu'il a fait construire dans un village de Basse-Saxe au centre de l'Allemagne, la future ville de Wolfsburg. Mais la production en masse de la voiture promise par Hitler va être remise à plus tard, car en 1939, comme toutes les usines automobiles du Reich, le site dédié à la KDF est réorienté vers le matériel de guerre. Le projet de la voiture du peuple a bien failli s'arrêter là. En 1945, les bombardements alliés font plier le Reich et mettent fin au deuxième conflit mondial. Les usines sont rasées et les ruines encore fumantes tombent aux mains des soldats victorieux, les soviétiques à l'est et les français, anglais et américains à l'ouest. Mais le redémarrage de l'industrie ne va pas tarder. À Wolfsburg, un officier britannique, le major Ivan Hirst, découvre alors quelques exemplaires de la KDF qui ont miraculeusement échappé aux destructions. Impressionné par leur modernité, il y voit un véhicule idéal pour équiper les armées d'occupation en manque de matériel roulant. Là, il est absolument subjugué parce qu'il dit « mais c'est exactement tout ce qu'on n'a pas réussi à faire avec les Austin ». Et donc ce major
a remis cette voiture en construction, d'abord la version amphibie, pour motoriser tous les soldats qui occupaient l'Allemagne. Et donc il va convaincre, pas facilement d'ailleurs, les responsables britanniques de relancer une production. Le Major Hirst a vu juste. Apprécié pour sa robustesse et sa simplicité, cette KDF militarisée de l'ère post-hitlérienne va ressusciter l'usine de Wolfsburg. En 1949, année de naissance de la nouvelle République fédérale d'Allemagne, l'État de Basse-Saxe rachète le site et décide d'y construire la version civile qu'avait imaginée Ferdinand Porsche. Ainsi sont nées la Volkswagen et sa légende. Cette voiture va rencontrer un succès international inattendu malgré le douloureux souvenir du Troisième Reich. On n'aura pas un rejet de cette voiture parce qu'elle est allemande. C'est aussi une victoire politique pour l'Allemagne nouvelle parce qu'elle va montrer un bon côté, une face nouvelle, positive de l'Allemagne. Et elle va être en synchronie avec une période où la voiture doit être une petite voiture peu consommatrice en énergie. Et donc c'est une voiture presque de pénurie qui va permettre à la firme Volkswagen de réexister après la Seconde Guerre mondiale. Avec ses rondeurs d'insectes inoffensifs, la Volkswagen, surnommée coccinelle en France et scarabée dans les pays anglo-saxons, devient un véritable phénomène de société, le symbole du renouveau et de la liberté retrouvée. Même les États-Unis vont l'adopter. Elle va y conquérir les classes moyennes et supérieures en quête d'une citadine ou d'une deuxième voiture, plus petite et moins gourmande en carburant que les lourdes Ford, Chrysler et Cadillac. Il faut 2 coccinelles bout à bout pour faire la longueur d'une voiture moyenne américaine. Elle pèse 3 fois moins qu'une voiture américaine. Cette voiture était solide, elle était simple à réparer et donc elle était assez rentable d'utilisation. Quand une voiture simple réunit toutes ses qualités, forcément elle crée l'adhésion du public. Et des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ont envie d'avoir une voiture rigolote et pratique pour se déplacer. Le triomphe de la Volkswagen doit aussi beaucoup au talent de l'agence de publicité américaine de la marque. Ses slogans percutants et décalés feront merveille. Sa mécanique est increvable. No other car goes through so much. Elle passe partout. Accessible à toutes les bourses. What other car gives you this kind of quality at this kind of price? Un vrai jouet pour la route. Cette campagne, reprise dans le même esprit dans tous les pays, va contribuer à faire de la Volkswagen une icône planétaire. Consécration suprême, elle deviendra même une vedette internationale du cinéma grâce à la série de Disney Un amour de coccinelle. Aujourd'hui, cette voiture fait partie du patrimoine automobile mondial. Elle a pulvérisé en son temps tous les records de longévité et de vente. 21 millions d'unités entre 1949 et 2003, année de production du dernier exemplaire, dans une usine mexicaine. Elle renaîtra même en 1998 avec sa réplique moderne, la New Beetle. Et elle avait un capital sympathie parce que, en fait, on pensait à un animal, on pensait à un copain. C'est la voiture copain. Elle a été la voiture des surfeurs, des babas cool, une première voiture, une voiture d'occasion, une voiture de jeunes. Elle a vécu comme certains véhicules populaires que sont la Fiat 500, la Mini, la 2 chevaux ou la 4L. Pendant presque 20 ans, la coccinelle sera le seul modèle à succès produit à Wolfsburg. À une exception près, sa version utilitaire, inspirée d'un croquis de l'importateur néerlandais de la marque. Lancé en 1950, ce véhicule atypique, simple et robuste, est au départ une fourgonnette. Mais il sera vite transformé en minibus et en camping-car. Baptisé Transporteur, puis Combi en France et Bulli en Allemagne, en référence à sa bouille de bulldog, il va connaître lui aussi une brillante et très longue carrière. Le Combi, c'est un coup de génie parce qu'on reprend un soubassement de Cox avec une motorisation de Cox, des roues de Cox, une boîte de Cox, des freins de Cox, et en fait on fait un véhicule cubique qui va être un utilitaire, qui va exister en version vitrée, en version tôlée, qui va pouvoir servir aussi bien pour le transport de marchandises que pour le transport de personnes en forme de minibus. Et ce véhicule va devenir le véhicule phare pour la beatnik génération aux États-Unis jusqu'au hippie. C'est la voiture où on dormait, on mangeait, on se déplaçait et on avait la liberté d'aller visiter les grands parcs américains en étant dans une maison sur roue. 6 générations de combis à moteur thermique vont se succéder jusqu'à nos jours, du T1 de 1950 au T6 de 2015.
Une déclinaison 100% électrique a été présentée en 2022, l'idée Buzz, 72 ans après le modèle d'origine. Les premières versions sont aujourd'hui entrées dans le domaine de la collection et continuent à charmer les voyageurs épris de liberté. Le Tone a rencontré 3 d'entre eux sur les plages de Lacanau en Aquitaine. Alors vous avez tous les 3 des combis, donc ça c'est un T1 T1. T1 et les autres c'est quoi T2 T2. Alors T2A pour le mien et T2B pour celui de Lionel. Comment tu les reconnais A et B? A et B, alors ça va être une question de génération. Les A, c'est les premiers qui sont sortis à partir de 68 et les B à partir de 73. La différence la plus visible, ça va être la face avant avec les pare-chocs et les clignotants. D'accord. Et alors c'est vrai que c'est pas du tout fiable et sous-motorisé? Absolument pas. Non. Non. Parce que tout le monde en veut un et à chaque fois il y a toujours quelqu'un dans la famille qui dit « Oh là là, n'achète pas ça ». Ça tombe en panne. Ça tombe en panne. Ça tombe en panne, des fois. C'est vrai, mais vous le savez tous les réparer en bord de route? Oui, il tombe en panne à la maison, alors ça va. Ah oui, t'as de la chance, toi. Il est sympa, le tien. Bien élevé, le tien. Mais non, mais après, il y a une forte communauté aussi, donc il y a de l'entraide, j'imagine. Oui. Où que tu sois, tu te débrouilles, tu vas trouver quelqu'un qui va te dépanner. Et c'est sympa parce que le concept de départ de ce véhicule, c'est un peu ce qui vit toujours aujourd'hui. Il y a une idée de liberté quand même avec le combi. Clairement. Nous, c'est pour ça qu'on l'avait acheté à l'époque. On avait 18 ans et on voulait partir en vacances, on n'avait pas de sous. Ouais. D'acheter un combi, t'avais les vacances avec, quoi. Le combi, c'est une résidence secondaire. C'est ça. Ah ouais, c'est mignon ça. Allez, allez. On va se café, hein. Merci. À l'intérieur, l'aménagement de ces combis est personnalisable selon les envies pour que les occupants retrouvent le confort d'une maison dans un espace très réduit. Des placards, une kitchenette, une couchette pour 2, voire 4 personnes pour les versions avec toit surélevé. Le tout entraîné par l'infatigable moteur arrière de la coccinelle. Ah mais il est neuf ton combi? Oh, il a été restauré, ouais. Au quart de tour. Mais oui, monsieur. Ah, le son de ce moteur, incroyable. Je vais pas caler. Non, démarrage en côte, c'est l'épreuve. Ah mais ouais, on est sur la roue avant, c'est génial, ça braque comme un bus. C'est un truc de fou. J'adore le volant plat là. Allez, on part à la campagne. Allez, on part en vacances. Et tu fais la mécanique toi-même? Tout à fait. C'est génial. Ouais, c'est plus que nécessaire. Quand tu investis dans ce genre de véhicule et que tu as envie de rouler avec, faut acheter la caisse à outils. C'est obligatoire. Voilà, c'est une machine à voyager. On oublie que ça roule pas vite, on profite. Mais c'est super parce que tu peux vraiment te... Voilà. La position du conducteur de Volkswagen, c'est ça. C'est ça. Je l'ai trouvé naturellement. Mais ce qui est incroyable, c'est la surface vitrée. En fait, tu as une sorte de vue panoramique sur la route. T'as pas de capot devant. Ça a été les premières générations avec le grand pare-brise panoramique. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Bay Window. C'est super sympa, c'est quand tu fais des routes de montagne, dans les petits virages, tu es au-dessus. Tu vois le vide, faut pas avoir le vertige. Hein. Pas trop. Mais c'est vachement marrant. Hein. En fait, je suis à quoi? Allez, 40 km/h et je kiffe tranquillement. Et à 100 à l'heure, t'as l'impression d'être dans une fusée, c'est fantastique. Précurseurs des vannes américains et des monospaces, les vieux combis sont devenus des objets cultes. Malgré leur mécanique rustique et l'usure du temps, leur prix peut atteindre des niveaux faramineux. On trouve parfois des combis à 20 000 euros, mais certaines versions très rares, très recherchées par les ultra spécialistes, dépassent 150 000 euros. C'est incroyable. La coccinelle et le combi sont emblématiques du boom économique de l'Allemagne de l'Ouest ou RFA, séparée à partir de 1949 de l'Allemagne de l'Est, devenue communiste. La RFA n'a plus d'industrie d'armement, mais elle va se reconstruire autour de l'automobile et en faire le socle de sa puissance industrielle en bénéficiant des aides financières apportées par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall. L'Allemagne fonde son renouveau économique sur cette industrie, encore une fois, très axée sur des solutions technologiques d'avant-garde. L'objet automobile allemand, c'est un objet d'ingénieur, un objet sérieux, un objet performant, un objet très rigoureux. Porsche est un des constructeurs qui vont émerger durant cette période. Entre 1945 et 1947, Ferdinand Porsche est emprisonné en France pour sa proximité avec le régime nazi. Son fils Ferry lui succède et met au point le premier modèle de l'entreprise familiale sur la base d'un prototype créé par son père avant la guerre. C'est la Porsche 356, une sportive dérivée de la coccinelle.
L'idée, qui n'est pas du tout idiote, c'est de faire un coupé sportif sur la base de la Volkswagen. C'est-à-dire d'offrir un véhicule qui est différent, qui est plus élitiste, qui est plus cher, mais qui va devenir un petit peu la Volkswagen du riche. La Porsche 356 va plaire. Elle va plaire aussi parce qu'elle va être déclinée en plusieurs versions, que ce soit coupé, cabriolet ou roadster, et que de ce fait, elle touche différentes clientèles. Ses lignes avant-gardistes et sa mécanique très fiable, tout à l'arrière, séduisent immédiatement les amateurs de voitures de loisirs. Notamment aux États-Unis, où des stars du showbiz comme James Dean ou Sean Connery l'adopteront et écriront sa légende. Aujourd'hui, les 356 en bon état restent très appréciés des initiés, car toutes les Porsche actuelles en sont les héritières. Dans le Val d'Oise, près de Paris, Le Tone a rendez-vous avec Frédéric Tin, spécialisé dans la restauration de ces bijoux, au charme irrésistible. Ça, c'est pareil. Franchement, c'est exactement la même chose. Tu fais quoi, là? Quoi? T'es en train de chercher le moteur ou tes bagages? Mais non, pas du tout. Je cherche ce qui ressemble à la coccinelle, quoi, les pièces de la coccinelle dans la Porsche 356. Ah bah tu peux chercher longtemps, il n'y a aucune commune. Mais non, c'est presque le même moteur. Ah bah voilà, il n'y a pas une pièce identique. Mais on nous aurait menti. Oui, on vous aurait menti, oui. D'accord, parce que là, on est d'accord. C'est pas possible. Il y a un carburateur de chaque côté. Oui, bah déjà, ça commence par là, et donc les coccinelles n'en ont qu'un. C'est ça, au milieu. Au milieu, absolument. Et puis si tu démontes un moteur, tu peux pas monter des pièces de VV sur un moteur de Porsche et vice-versa, quoi. Tu veux dire qu'on est en train de régler ce problème historique? Ce moteur n'a rien à voir avec celui du coccinelle? Il a la même architecture, mais non, ils n'ont aucune pièce en commun et ils n'ont rien de semblable. Vas-y, accélère un peu, voir. J'en ai essayé quelques 356, mais la tienne, elle est parfaitement... Ah bah si elle te plaît, surtout ça me la fait bien boîte, la plaisir. direction, il y a du jeu de l'époque, mais il n'y a pas un flou artistique. Non, non, et puis tu peux rouler à 130 avec, elle bouge pas d'un poil. Ok, j'y vais. Ouais, voilà. C'est la première Porsche. Elle a été construite pendant longtemps, entre 59 et jusqu'à 63, 4. Ça a quand même permis à Porsche de gagner beaucoup d'argent et d'étudier la 911. Donc Porsche doit beaucoup à la 356 qui a été un vrai carton commercial. Ouais. Aujourd'hui, ces voitures-là, c'est super coté. Une 356A coupée, ça vaut entre 150 et 180 000. Ah ouais. Un cabriolet, ça vaut facile de 120. Un roadster, ça vaut facile de 80. Un vrai speedster, c'est 350, 380 000. L'univers est complètement atypique. On s'enfonce dans la voiture, on a la boîte de vitesse toute fine à portée de la main, un grand volant qui paraît un peu surdimensionné et un tableau de bord très très simple. Moi, je pense que c'est une voiture de sport que je préfère parce que justement, c'est super simple. Avec la 356 et ses variantes qui s'illustreront dans de nombreuses courses, Porsche devient dans les années 50 une vraie marque. Mais c'est le modèle suivant qui en fera définitivement un des ténors de l'automobile mondiale. En 1963, Ferry Porsche présente la 901, rebaptisée 911 l'année suivante, sous la pression de Peugeot, qui craignait que le zéro central ne crée une confusion avec sa gamme. Cette voiture va poser les bases de la personnalité de Porsche et forger sa réputation jusqu'à nos jours. Une ligne agressive et élégante, un style de conduite particulier avec tout le poids de la mécanique à l'arrière. La Porsche 911 est une évolution de la 356. Sa carrosserie est plus aérodynamique et plus fine, avec à l'avant ses yeux de grenouille et à l'arrière sa fameuse courbure régulière qui part du toit jusqu'au pare-choc. Le moteur est plus puissant que celui de son aîné. C'est le fameux Flat 6 cylindres à plat refroidis par air au lieu de 4. Sur certaines versions, un aileron apparaîtra en 1974, rétractable à partir de 1988, pour renforcer l'appui sur la route et guider l'air dans la grille de ventilation. Accueillie au début avec méfiance par les fans de la 356, la 911 va rapidement connaître un succès mondial et se révéler éternelle. 60 ans après sa création, elle existe toujours. Elle en est aujourd'hui à sa 8e génération et le cap du million d'exemplaires vendus a été franchi en 2017. Un record pour une voiture de cette catégorie. C'est 3 chiffres mythiques et en fait c'est très simple.
Une 911, c'est une 911. Il suffit de dire ces 3 chiffres et tout le monde sait ce que c'est. Un gros succès, une voiture de sport incontournable et atypique depuis le premier modèle jusqu'à aujourd'hui. C'est, je pense, la voiture sportive la plus connue au monde. On a gardé le nom parce que le nom est tellement puissant que c'est lui qui fait l'aura de la marque. Depuis 1963, les technologies de la 911 et ses moteurs, de plus en plus puissants au fil du temps, ont bien sûr totalement changé. Mais l'esprit et le style visuel immédiatement reconnaissables ont été préservés. Il y a eu une première période avec ce qu'on appelait les air-cooled, donc les Porsche 911 refroidis par air qui courent de 1963 à 1997. Et puis à partir de 1998, il y a eu la Porsche 996 qui est arrivée avec des moteurs refroidis par eau. Et cette 996, c'est la matrice 2.0 des 911 qu'on trouve encore aujourd'hui au catalogue. Mais la coque, la forme générale et surtout le tableau de bord à 5 cadrans, lui n'a pas évolué entre 63 et 98. Donc c'est quand même assez fort pour un constructeur qui a réussi à écouler autour de 110 à 80 000 exemplaires de chaque génération produite. Toutes les versions ont les mêmes qualités mécaniques que l'on trouve rarement dans les sportives comparables. Fiabilité, endurance et simplicité d'usage au quotidien. Voiture de course au palmarès impressionnant, la 911 est aussi une voiture du dimanche relativement accessible aujourd'hui sur le marché de l'occasion. C'est une voiture très robuste, très costaud. Vous avez des gens qui ont fait 500 ou 600 000 km avec leur 911. En gros, ce sont les performances d'une Ferrari avec la robustesse d'un break Volvo, quoi. C'est une voiture avec des composants qui sont surdimensionnés et avec laquelle vous pouvez faire le tour du monde sans problème, même avec une 911 âgée de 30 ans. Demain, vous prenez la route et vous traversez l'Europe sans aucun souci. Miser sur la qualité et viser le marché mondial plutôt que national, comme Porsche, tous les constructeurs allemands vont adopter avec succès cette stratégie après la guerre. Et notamment, le plus expérimenté d'entre eux, Mercedes. Au début des années 1950, la firme de Stuttgart fait son grand retour en compétition, attire les meilleurs pilotes du moment et retrouve sa place sur les podiums, en Formule 1 et dans les courses d'endurance. Ces ingénieurs, dont beaucoup ont travaillé sur les flèches d'argent et les tanks du Troisième Reich, n'ont pas perdu la main. Au sortir de la guerre, grâce à la guerre, hélas, Mercedes a une avance technologique incroyable. Il dépasse tout le monde. Et donc, cette avance technologique, ils l'ont mis en évidence sur des voitures. La plus innovante de ces Mercedes de course est la 300 Sportlight ou Sport Légère, victorieuse aux 24 heures du Mans en 1952. 2 ans plus tard, les dirigeants de la marque ont la bonne idée de présenter une version de route de cette voiture à la demande de leur importateur américain. Cette 300 SL civilisée va marquer son temps et largement contribuer, davantage encore que les premières Porsche, à la réputation d'excellence de la production allemande. Car c'est un véritable chef-d'œuvre, autant technique qu'esthétique, célèbre pour ses portes qui s'ouvrent vers le haut, comme des ailes de papillon. Le châssis de la 300 SL est un assemblage de tubes, une sorte de cage très rigide sur lesquels viennent se greffer les panneaux de la carrosserie en acier et en aluminium. Cette structure issue de la compétition allège la voiture qui ne pèse que 1300 kg. Mais elle nécessite des pontons latéraux assez hauts. D'où le choix des portes papillons articulées sur le toit et d'un volant inclinable vers le bas pour faciliter l'accès à bord. Non seulement elle a donc cette innovation technologique et un châssis formidable, mais elle a aussi un moteur 3 litres qui est alimenté par injection. Ce sera la première voiture de grande série alimentée par injection vendue dans le monde. Elle marchait à 240 à l'heure. Il faut imaginer ce que ça peut représenter, 240 à l'heure en 54. Une 2 chevaux roulée à 65, une 4 chevaux à 95, une traction à 120. Et Mercedes sort une voiture qui marche à 240 à l'heure, mais qui coûtait une fortune. Elle est à la pointe de ce que pouvait faire l'industrie allemande de l'époque et elle est d'une beauté absolument intemporelle. Une beauté qu'on s'arrache aujourd'hui à prix d'or sur le marché des modèles de collection. Récemment, une 300 SLR, donc une des rares voitures développées par Mercedes pour courir, a été vendue plus de 125 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère du monde. Quelques exemplaires de routes minutieusement restaurés sont exposés au musée Mercedes de Stuttgart. L'un d'eux a été mis à disposition de l'Eutone pour un essai dans la campagne environnante. Ok, on peut fermer les portes. Magique.
Ah, j'adore ce son, c'est une de mes voitures préférées. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Ok, je suis pas si original. Elle a été sélectionnée comme la voiture de sport du siècle. Bien sûr. Ce qui m'impressionne le plus avec cette voiture, c'est qu'on sent combien elle est légère. Et le centre de la voiture, l'équilibre de la voiture est très communicatif. Comme une voiture de course. Oui, c'est ça, ouais. Les ingénieurs l'ont construite pour la course, pas pour la vendre. Et puis l'importateur Max Hoffman et le marché américain ont forcé les ingénieurs à construire celle-ci. C'est une version routière d'une voiture de course. Et avec quelques petites modifications, 1400 voitures ont été construites. Et il en reste combien? Et il y en a pas mal. Et combien elle coûte maintenant? Il faut payer plus d'1,5 million. My God. Vitrine de la marque à l'étoile, la 300 SL d'origine sera ensuite produite dans de nombreuses versions moins élitistes. Des berlines dotées de moteurs moins puissants et des cabriolets munis de portes classiques à la place des ailes de papillon qui seront exportées avec succès jusqu'en 1963, notamment aux États-Unis. La version de course connaîtra en revanche une fin tragique. Lors de l'édition 1955 des 24 heures du Mans, l'une d'elles cause un accident effroyable. 84 morts, la pire catastrophe de l'histoire du sport automobile. Ce drame conduira Mercedes à abandonner pour très longtemps la compétition. Mais son image déjà bien établie n'en pâtira pas. Le prestige de la 300 SL va au contraire rejaillir sur toute la gamme que la marque développera plus tard. Mercedes se fait sa publicité avec les 300 SL, dont il ne produira que fort peu d'exemplaires finalement. Mais ça permet de vendre les 300 limousines, les 300 berlines, les 300 cabriolets, parce que l'acquéreur se dit qu'il achète un peu de cette image de voiture de compétition. Et cette image bénéficiera aux Mercedes plus accessibles que la firme de Stuttgart présentera après ses 300 de luxe. Des modèles encore chers, mais destinés à une clientèle plus large, celle des classes aisées, pour qui s'offrir une voiture dernier cri, confortable et sûre, est un signe de réussite sociale. À partir des années 1950 et jusqu'à nos jours, la marque va investir massivement dans la recherche et l'innovation pour les satisfaire. Et développer à toutes les époques des technologies inédites, notamment dans le domaine de la sécurité, un de ses chevaux de bataille. Les carrosseries qui se déforment pour absorber les chocs apparaîtront sur des Mercedes de série dès 1959. L'anti-blocage de roues ABS en 1978, les premiers airbags en 1980, le système ESP qui renforce l'adhérence à la route en 1995. C'est la première fois qu'une marque investit autant pour veiller à la sécurité de ses clients et ça va devenir très vite un argument de vente. C'est-à-dire que ce sont des voitures qui sont calculées pour protéger leurs passagers et pour protéger les piétons ou les autres conducteurs des autres voitures. L'autre argument de vente, c'est le soin apporté à la fabrication qui justifie les prix élevés du constructeur. Les usines Mercedes emploient des matériaux de très grande qualité, des aciers extrêmement résistants, mais également toute une armée, on va dire, d'ouvriers et d'ingénieurs extrêmement bien formés. Les décideurs de Mercedes ont aussi pris le parti d'investir dans des qualités de fabrication extrêmes pour marquer leur territoire. Leurs efforts ont aussi porté sur le design pour moderniser les lignes un peu lourdes des premiers modèles de l'après-guerre. Cette tâche va être confiée à un jeune Français alors inconnu, Paul Bracq. Entré dans le bureau de style de Stuttgart en 1957, à seulement 24 ans, cet artiste y démontre vite ses talents. Paul Bracq avait des idées très nouvelles chez Mercedes et certains de ses collègues au design l'appelaient Brackasso, donc à l'image de Pablo Picasso. C'est lui qui dessine la nouvelle voiture de prestige que présente Mercedes en 1963, la 230 SL. Ce coupé de 2 places muni d'un toit rigide amovible en forme de pagode va complètement renouveler le style de la marque et rajeunir d'un seul coup son image. C'est une voiture qui a un dessin assez féminin, mais vraiment très réussi, dans laquelle on est extrêmement bien. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas de tableau de bord en bois, mais sa forme est absolument délicieuse et particulière. C'est devenu un must dans l'histoire de l'automobile. Paul Bracq a eu ce jour-là un coup de génie. Le toit pagode doit son nom à sa forme concave qui rappelle les toitures des maisons traditionnelles chinoises. Par rapport à un hardtop classique, son avantage est esthétique mais aussi pratique.
Il agrandit l'espace intérieur et améliore la visibilité, donc la sécurité. Mais il est assez lourd et il faut s'y mettre à deux pour le retirer et transformer la voiture en un élégant roadster. Paul Bracq reste aujourd'hui une des légendes du design automobile. À son domicile de Bordeaux, où il a pris sa retraite il y a quelques années, il a expliqué à Le Tone le concept de sa fameuse pagode. Simplicité. Pour moi, le style, c'est la simplicité. Mon job, c'était de rechercher quelles sont les possibilités de forme en respectant la hauteur des moteurs, le nombre de bagages, hauteur des passagers, les dimensions évidemment. J'ai un mannequin technique. Ah ouais. J'avais ces projets-là de visibilité totale. Et le problème des toits à l'époque, il fallait 12 cm d'emboutissage de profondeur. Mais si je le retourne, on les a dans l'autre sens. Je gagne 12 cm d'accès et de visibilité. D'accord, et donc le toit pagode vient de cette idée. Les voitures dessinées par Paul Bracq connaissent aujourd'hui une deuxième vie grâce à son fils Boris, qui dirige à Bordeaux un atelier de restauration de voitures anciennes. Il y poursuit l'œuvre de son père en remettant à neuf des Mercedes Pagode. Il a même entrepris d'en transformer une pour en faire un modèle vintage unique qui promet de ravir les collectionneurs. Qu'est-ce que c'est? C'est une pagode qui m'a l'air un peu rallongée. Alors ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. Mon père a dessiné en 65 une pagode 4 places qui n'est jamais sortie et on a décidé de la fabriquer nous-mêmes en fait. On a restauré une pagode et on a découpé et on a écarté de 30 cm et à partir de cela, on a refabriqué l'intérieur du châssis. Donc là, on est en maquettage et là, tu vois bien ici, cette tôle rapportée, c'est juste pour boucher les 30 cm. Quand tu coupes, quand tu écartes, les lignes ne sont plus les mêmes. Donc il faut qu'on rattrape toutes les lignes. D'accord, d'accord. Boris Bracq vient de terminer la restauration de cette magnifique 230 SL Pagode de 1964. Après avoir enlevé son hardtop, Le Tone sera le premier à l'essayer, cheveux au vent. Ça marche bien, hein. Tu oublies qu'elle va fêter l'année prochaine ses 60 ans, cette voiture. Complètement. Mercedes, ils ont la réputation, et d'ailleurs, c'est pas qu'une réputation, c'est leur histoire aussi d'avoir innové. Celle-ci, c'est quoi là-dessus? C'est que Wilfert, donc le patron du bureau d'études, a fait un brevet qui est le monophare. Donc à l'époque, il y avait des phares anti-brouillard, tout ça, c'était en succession sur la voiture. D'accord, ouais. Et là, si tu regardes bien le phare avant de la pagode, tout est sous la vie. C'est une innovation parmi les autres. Je crois qu'ils en ont fabriqué jusque dans les années 70, non? Le modèle s'est arrêté en 70, alors qu'au début, c'était une carrière un peu européenne, un lancement européen, et au fur et à mesure, c'est les Américains qui en demandaient de plus en plus, et 60% de la production est partie aux États-Unis carrément. D'accord. Donc il y a eu un très grand succès aux États-Unis. La pagode, ça a toujours été une des voitures que je rêvais d'avoir, donc j'étais content de prendre le volant. C'est typiquement un produit allemand, robuste, pas très sportif, mais puissant, super sobre. Et c'est assez touchant d'imaginer que le fils fait vivre l'héritage du père, et on voit en plus entre les deux une alchimie. Après la pagode, la marque à l'étoile est devenue une référence mondiale de l'automobile haut de gamme. Elle va alors s'imposer sur un nouveau marché, celui des voitures de qualité qu'on qualifiera bientôt de premium. Des grandes routières cossues, moins ostentatoires que les voitures de luxe anglaises ou italiennes, mais confortables, statutaires et réputées increvables. C'est pour ça que c'était la monture préférée des taxis dans toutes les villes européennes dans les années 70-80. C'est des voitures qui étaient assez lourdes et donc effectivement elles pouvaient atteindre des kilométrages très élevés. Quand on achetait une Mercedes, on n'achetait pas une voiture, on achetait aussi une voiture qu'on allait pouvoir revendre à un bon prix plus tard. Grâce à cette image flatteuse, Mercedes va connaître une croissance presque ininterrompue jusqu'au XXIe siècle. Sur son marché intérieur, elle bénéficiera aussi, comme les autres constructeurs allemands, du soutien de l'État fédéral à l'industrie automobile. Pas de limitation de vitesse généralisée sur les autoroutes et une fiscalité très favorable sur les grosses cylindrées. On va avoir avec Mercedes, ce que va refaire BMW puis Audi, des véhicules allemands très haut de gamme qui vont pas être taxés à outrance sur leur puissance comme dans d'autres pays. Il y a une volonté, autant politique que populaire, à ce que la production automobile soit le joyau et la fierté du pays. Et donc de ce fait, ils entretiennent cette fierté et ce joyau, ce qu'on n'a pas su faire en France.
Le succès de ces grosses berlines va vite donner à Mercedes l'idée de rouler sur les plates-bandes des constructeurs généralistes plus populaires. En 1982, la firme lance pour la première fois une voiture destinée aux classes moyennes, la 190. Surnommée Baby Benz, cette compacte est un peu plus chère que les Renault, les Peugeot ou les voitures japonaises de la même catégorie, mais le prestige associé à l'étoile va en faire un formidable succès. Produite durant 11 ans jusqu'en 1993, elle se vendra à 1 900 000 exemplaires. Un record historique pour le créateur des 300 SL. Forcément, quand vous pouviez vous en offrir une, même si ce n'était pas une SL et c'était simplement une 190, ben vous aviez quand même l'étoile au bout du capot, donc ça n'avait pas de prix. La 190 marque le début de la démocratisation de Mercedes. C'est l'ancêtre des classes A et B d'aujourd'hui. Elle a aussi permis à la marque de riposter à un redoutable concurrent apparu dans les années 1960, BMW. À l'origine spécialisée dans les moteurs d'avion, évoqués par l'hélice sur son logo, la manufacture bavaroise de moteurs BMW en allemand est basée à Munich, au sud de l'Allemagne. Elle construit depuis 1919 des motos et des voitures. L'activité deux roues a toujours été florissante, mais la branche automobile a connu de graves difficultés et a même frôlé la faillite après la guerre. Elle y a échappé in extremis grâce à un best-seller inespéré, la BMW 1500, lancée en 1961. Cette berline 5 places, élégante et à la mécanique performante, réussissait à conjuguer le confort d'une familiale et le tempérament d'une sportive. Elle inaugurait la série Neue Klasse, nouvelle classe en français, qui, comme son nom l'indique, marquait un tournant. Toutes les BMW produites jusqu'à nos jours ont un air de famille avec elle et reprennent sa calandre à double grille, la signature de la marque. Avec la 1500 et ses variantes plus puissantes, BMW va rapidement se forger une réputation de constructeur premium comme Mercedes, mais dans un registre un peu différent. La clientèle de Mercedes, c'est une clientèle de bourgeois, d'industriels qui ont besoin d'une voiture confortable. La clientèle de BMW, dans les années 60, elle se crée de toutes pièces et c'est une clientèle de gens beaucoup plus jeunes, des cadres dynamiques qui montent dans l'échelle sociale. Ce positionnement va se renforcer à partir de 1972 avec les séries 3, 5 et 7 qui deviendront les modèles de base de la marque. Ils vont évoluer de génération en génération et figurent toujours au catalogue aujourd'hui. Ces voitures ont en commun les ingrédients qui ont fait le succès de la 1500. Mécanique brillante à propulsion arrière, fabrication soignée et design à forte personnalité. Pour dessiner les premières séries 3 et 5, les dirigeants de BMW ont embauché en 1970 le designer qui avait déjà donné un coup de jeune à Mercedes quelques années auparavant, Paul Bracq. Ils n'ont pas été déçus. Paul Bracq a relancé BMW. Alors déjà, il y a ce fameux nez de requin, il y a aussi la planche de bord qui est orientée vers le conducteur. C'est un des gimmicks BMW bien connus. Derrière, il y a ce qu'on appelle le pli Hofmeister qui allonge visuellement la ligne. C'est le pli qui est sur le montant arrière au niveau de la petite vitre de custode latérale, qui est aussi devenue une signature BMW. Encore aujourd'hui, je pense que dans l'esprit des gens, une BMW, c'est cette voiture dessinée par Paul Bracq avec 4 phares, un peu agressif mais pas trop, un peu sportif mais pas trop, luxueuse mais pas trop. C'est vraiment une voiture de compromis super réussie. BMW est aujourd'hui une des marques cultes des Youngtimers, les amateurs des voitures des années 1970 à 2000. Le Tone a rencontré près de Bordeaux l'un de ses passionnés, Robert Sens, propriétaire d'une série 3 à injection de 1972, fraîchement restaurée. Ça va, Robert? Ça va, Ton? Ouais, t'es venu avec ta E21, elle est mignonne, hein? Dis-moi quelle est la couleur? Toujours des noms poétiques. Alors ça, l'allemand, hein? Arctic Blue Metal. Arctic Blue Metal. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a une vraie communauté qui s'intéresse aux BMW anciennes. Effectivement, on retrouve une communauté. Pourquoi? Parce qu'on retrouve soit ceux qui ont connu ça avec leurs parents, leurs grands-parents, ou soit parce que le style est assez moderne encore. Hein, ça, il a gardé sa modernité dans le classique, en fait. Mais c'est aussi beaucoup parce que ces voitures sont super solides et finalement assez faciles à entretenir. Toujours le mythe de l'Allemagne qui fait des voitures qui durent dans le temps, qui sont collectionnables. Hop! Oh là là! Alors là, je crois que tu nous as un peu arnaqué, cette voiture est neuve. Elle est restaurée, proprement. Ah ouais, j'ai rarement vu des moteurs aussi propres. On se croirait sorti de concession là. T'as tout restauré toi-même? Oui,
Ouais, j'ai tout restauré. L'innovation principale de cette voiture, qui était l'injection, qui est là. Ouais. Cagitronique. Bien. Qui était une injection mécanique, en fait. Effectivement. Et au total, il n'y a pas d'électronique. C'est pour ça que c'est solide, en fait. Là, tu as toute la spécificité du tableau de bord phase 1. Tout en allemand, tu as l'arrivée Paul Bracq. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle le tableau de bord égoïste. Il est tourné vers le conducteur. C'est lui qui pilote. Voilà. Ah, ça chante, hein. La vie du 6 cylindres, voilà. Le bruit qu'on attend d'une voiture comme ça, d'un BMW 6 cylindres, c'est ce bruit-là. C'est commencer à chanter dans les tours. Ça reste quand même des voitures légères avec un peu de puissance. Oui, tout à fait. Il y a quoi, 140 chevaux 140 chevaux. Puis c'est pas fait pour la performance pure, c'est fait pour le plaisir, pour le bruit, quelques sensations. Et ça, c'est un peu la voiture qui a relancé BMW, non? Et là, ils sont rentrés vraiment dans une vraie assise sur laquelle ils ont commencé à faire de la vente de masse. Alors la 3, c'était plutôt à l'époque soit le cadre un peu dynamique, voire un peu trop dynamique, voire plutôt à l'opposé, le gangster, le délinquant. Pour offrir des sensations fortes à ses clients les plus fortunés, BMW a créé en 1972 une division compétition avec des dérivés survitaminés de ses berlines. D'abord la M1, une bombe sur roue inspirée d'un projet de Paul Bracq. Puis la M3, dont 5 générations vont se succéder jusqu'à nos jours. Ces voitures feront des étincelles en course et renforceront l'image sportive de la marque. À l'orée des années 1980, BMW est devenue une alternative à Mercedes et Porsche, avec les mêmes standards de qualité et la même avance dans les technologies de pointe. Et à ces 3 mousquetaires de l'automobile allemande premium, il faut ajouter le 4e, qui les rejoint à cette époque. C'est Auto Union qui a pris le nom d'Audi depuis son rachat en 1964 par Volkswagen. Basée à Ingolstadt, au nord de Munich, la marque aux anneaux était au bord de la faillite en 1972, quand un sauveur qu'elle n'attendait plus l'a reprise en main. C'est Ferdinand Piëch, un ingénieur qui a la fibre automobile dans les gènes, car il n'est autre que le petit-fils de Ferdinand Porsche. Audi n'aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce personnage qui, par ses techniques de management et sa clairvoyance au niveau des produits et des gammes, va relancer la marque Audi. Ferdinand Piëch, c'est vrai que c'est un peu la réincarnation de son grand-père. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon automobile un car guy. C'est quelqu'un qui vient du métier et qui va essayer de sentir la voiture, qui va tester la voiture, qui va écouter, qui va claquer la porte pour vraiment être sûr que la voiture correspond à son attente. Ferdinand Piëch a fait ses premières armes chez Porsche. Il y a notamment dirigé le département compétition avant de quitter l'entreprise à la suite d'une brouille avec son oncle, Ferry Porsche. Chez Audi, ce manager à poigne, obstiné et pointilleux, s'est juré de hisser le constructeur aux anneaux au niveau de Mercedes et de BMW. Il va y parvenir en présentant en 1980 un modèle sportif qui deviendra mythique, l'Audi Quattro. C'est la première voiture de série à transmission intégrale 4 roues motrices de l'histoire. Une innovation majeure que la concurrence s'empressera d'imiter par la suite. Toujours au catalogue d'Audi aujourd'hui, le système Quattro, plus sophistiqué que celui des 4x4 traditionnels, a beaucoup évolué depuis 1980. Mais le principe est resté le même. Un boîtier différentiel situé derrière la boîte de vitesse répartit automatiquement et en permanence la motricité entre les roues avant et arrière et s'adapte au terrain pour obtenir une adhérence optimale des pneus. D'où une tenue de route extraordinaire, même sur la neige. Formidable vitrine technologique, la Quattro va rapidement mettre la marque sur orbite. Piëch la lance tout de suite dans le championnat du monde des rallyes avec notamment la célèbre pilote française Michèle Mouton au volant. Le bolide aux anneaux va y faire des ravages. 23 victoires entre 1981 et 1986. Sous le capot, il y avait un 5 cylindres turbo qui faisait 200 chevaux. Donc on était sur des niveaux de puissance qu'on trouvait que chez Porsche, par exemple, si on reste chez les constructeurs allemands. Cette voiture est à l'origine de la réputation d'excellence technique d'Audi et de la gamme très large que la marque développera au tournant du XXIe siècle, jusqu'aux citadines, aux sportives et aux berlines luxueuses qu'elle vend aujourd'hui dans le monde entier. Ils ont planté les graines dans les années 80 et ça s'est mis à pousser au début des années 90 et là c'était gagné. Les Quattro de la première génération sont devenus des collectors.
Le Tone en a essayé une dans le Val d'Oise, au nord de Paris, avec François Baquet, un collectionneur incollable sur les voitures des années 1980. Tu sais, à peu de choses près, je veux dire, physiquement, je me sens un peu comme Michel Mouton. Ah, au volant peut-être? Ouais, à l'époque, ouais. Ouais, la première femme à avoir gagné un rallye international. C'est la classe. Ouais, elle avait 30 ans, c'était en 1981, rallye de San Remo. Alors ça, c'est la première, donc c'est son nom, Our. UR, donc ça se dit Our. Ça veut dire la toute première, en fait, la toute première génération, la première à être sortie, le précurseur. C'est vraiment une voiture mythique de toute l'industrie allemande. Dans la clientèle Audi, et encore plus à l'époque que maintenant, il y avait beaucoup d'Allemands, de Suisses, d'Autrichiens, et d'avoir 4 roues motrices pour l'hiver, c'était incomparable. 4 roues motrices plus les pneus neige, on a un bateau. Ah, le 5 cylindres, il est génial. Ouais. Écoute ça, il est rauque et pointure. Ça va, t'as pas peur? Ouais, on va juste vite. Ah ouais, là on va trop vite. Allez, c'est hyper stable comme voiture. Et les fauteuils sont remarquables, je dirais. C'est vraiment une pantoufle énervée. T'imagines, en 85, les Allemands de l'Ouest, ils avaient de la chance, ils pouvaient rouler dans une voiture qui était championne du monde des rallyes, qui tenait la route sous la neige et tout, alors que de l'autre côté du mur, ils avaient que des Trabantes. Ouais. T'en as déjà conduit? Une Trabante? Non, jamais. J'espère pas. La Trabante, construite à partir de 1958, était la seule voiture de grande série de l'Allemagne de l'Est. Les Occidentaux l'ont découverte avec amusement lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Ce véhicule rudimentaire, avec son moteur de mobilette et sa carrosserie en plastique, incarnait l'incroyable retard technologique du monde soviétique avant son effondrement. C'est conçu en dépit du bon sens et c'est très significatif de ce qui se passe au-delà du rideau de fer. On produit avec les moyens du bord, généralement peu de moyens et pas de bord du tout. Et évidemment, la comparaison avec l'industrie automobile ouest-allemande était sévère à cette période. Le modèle le plus populaire à l'Ouest était alors la Volkswagen Golf, qui avait succédé à la Coccinelle en 1974. Une voiture moderne et bien conçue qui allait battre les records de vente de sa devancière. 34 millions d'exemplaires jusqu'à la 8e génération, sortie en 2019. Après la réunification du pays et l'ouverture à l'Est, les constructeurs allemands vont connaître une croissance phénoménale. À commencer par le groupe Volkswagen, enrichi par les succès de sa filiale Audi et de la Golf. Sous le règne de Ferdinand Piëch, qui en prend la tête en 1993, la firme va se renforcer dans le haut de gamme en rachetant Bentley, Lamborghini, Bugatti et même Porsche en 2009. Une revanche pour le petit-fils de Ferdinand Porsche, fâché avec une partie de sa famille. À son départ, en 2015, Volkswagen est devenu un des premiers empires industriels au monde. Durant cette période, BMW a aussi grandi en rachetant Rolls et la marque britannique Mini. Et Mercedes a poursuivi son essor international, notamment en Chine et dans les autres pays émergents. Les Allemands ont percé aux États-Unis, les Allemands ont percé en Chine, les Allemands ont percé partout où ils sont passés. Ils ont aussi résisté au scandale du Dieselgate, cette affaire de triche sur les tests de pollution qui a mis en difficulté le groupe Volkswagen en 2015. Devenus richissimes, les titans de l'automobile allemande semblent aujourd'hui aussi solides que leurs limousines. La seule menace, c'est la révolution technologique en cours, le passage à l'électrique qui remet en cause leur suprématie dans les motorisations thermiques et favorise l'arrivée de nouveaux concurrents comme l'américain Tesla. Mais la riposte est en marche. Les constructeurs allemands investissent des milliards pour rattraper leur retard en électrique. Ils sont en train d'arriver en fait à concurrencer Tesla par exemple. L'évolution telle qu'elle est prévue pour l'instant du tout électrique n'est pas forcément un problème pour les Allemands. Ils savent faire. Ils ont toujours su s'adapter. Au palmarès européen des ventes de voitures électriques, la Volkswagen ID fait déjà jeu égal avec Tesla. BMW espère rejoindre le peloton de tête avec sa nouvelle gamme i et a pris par ailleurs de l'avance dans les recherches sur le moteur à hydrogène. De son côté, Mercedes vient de présenter un prototype 100% électrique et semi-autonome, le QXX, qui promet une autonomie de plus de 1000 km, un record. Et la Taycan de Porsche, la voiture électrique de série la plus rapide du monde, a franchi en 2022 le cap des 100 000 exemplaires vendus.
Un nouveau chapitre de l'histoire de l'automobile a commencé, celui des voitures électriques et intelligentes. L'industrie allemande entend bien y jouer les premiers rôles. Les véhicules ont des niveaux de conduite autonome de plus en plus poussés, des systèmes d'intelligence artificielle. On peut parler à sa voiture, lui poser tout un tas de questions, et ce sont des choses auxquelles on ne pensait pas il y a encore quelques années. Ce que l'on pensait inatteignable il y a 5 ans, on l'a aujourd'hui. Mais tu veux dire quoi? Le futur, c'était hier? Dans les 5 prochaines années, on va peut-être vivre plus de changements que l'on en a vécu en plus de 130 ans d'automobile. Ça veut dire que tu crois que l'automobile, c'est pas du tout fini? Absolument. Ah, ça, c'est génial. Oh merde.